Je ne sais pas si dans le chat il y a beaucoup de questions. Je ne crois que c'est encore un peu de mon côté. Est-ce que vous pouvez nous dire, ceux qui nous écoutent là à distance, un peu votre type de profil, si on est sur des profils techniques, des développeurs, du marketing ou autre? Je ne sais pas si je vais avoir les réponses en direct rapidement ou pas. Parce que là, on va parler technique, on va rentrer dans le code. Là, on est sur des lignes de code, on est sur de la technique, on est sur du barbu. Voilà, je veux dire, on est sur du barbu. Clairement, on est là-dedans, quoi. Donc, on va commencer avec un talk de Laurent. Donc, Laurent Blampatin, ici présent, proxy PO et développeur, qui va nous parler de modélisation de contenu dans Contentful, un sujet fondamental quand on pense structuration et pérennité. Laurent, c'est à toi. Effectivement, merci Stéphane. Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Laurent Blampatin, je suis proxy product owner à Calliope, donc je m'occupe principalement de faire le lien entre le produit, le client et les équipes de développement. J'ai travaillé plus particulièrement sur plusieurs projets Accor avec Contentful, notamment Wellness dont on vient de parler, mais aussi Food and Beverage et Accor Corporate. Et j'ai été amené plus spécifiquement à travailler sur la modélisation de contenu qui va être le sujet de ce talk. Alors on va commencer par définir rapidement ce qu'est la modélisation de contenu. On peut diviser en 3 étapes assez simples. La première étape, ça va être de casser votre contenu en différents content types. Donc on peut prendre un exemple assez évident d'un blog avec des posts et des auteurs qui écrivent ces posts. Ça nous fait donc 2 content types. La deuxième étape, ça va être de diviser ces types en un ensemble de champs qui vont permettre de les définir. Pour les posts, par exemple, on peut avoir un titre et un contenu. Les auteurs auront un nom, un prénom, etc. Et la troisième étape, ce sera de définir des relations entre ces différents types. Toujours avec notre exemple, une relation évidente, c'est auteur-post, puisqu'un auteur, au moins un auteur, rédige un post. Alors, pourquoi la modélisation de contenu est importante et comment l'assurer? Je n'ai pas posé la question, t'as vu? J'ai rien dit. C'est très bien. On a donc un premier aspect essentiel d'un bon schéma de données, c'est la réutilisabilité. Ça va permettre en fait de créer notre contenu une seule fois et de pouvoir le réutiliser à différents endroits. Alors ça va être soit à travers les différentes pages d'un produit, mais aussi à travers différents canaux, des langues, etc. Le deuxième aspect essentiel, ça va être la cohérence des données qui doivent suivre une structure qui est prédictible, ce qui va la rendre beaucoup plus simple à requêter, à afficher ensuite dans le front-end de notre produit et même à administrer, donc dans une logique de réduction des coûts d'administration, d'édition ou de maintenance. Et le troisième aspect, peut-être le plus important, c'est la scalabilité, donc la capacité de notre modèle à évoluer dans le temps, à supporter notamment des changements de workflow, de rôle, de l'internationalisation, avec l'ajout de langue, mais aussi des changements de médias, d'automatisation, etc. Donc maintenant qu'on a défini un petit peu la théorie, on s'est attardé sur ce qu'était un content model et comment et qu'est-ce qu'il apportait en fait à notre produit. On va voir dans la pratique, avec des cas d'usage bien concrets, comment éviter des pièges qui peuvent nous éloigner en fait, de ces 3 aspects et comment garantir un bon modèle de contenu. Le premier piège, c'est une trop forte dépendance au front-end. Pour l'illustrer, on va s'appuyer sur un exemple assez simple de cartes personnalisables, qui vont être personnalisables donc, soit à travers leur contenu, donc elles vont pouvoir avoir soit des textes, soit des KPI, des citations, des images, etc. Mais aussi dans leur design, puisqu'elles peuvent avoir différentes tailles, différents backgrounds, orientations, etc. Donc on peut se poser la question, comment modéliser ce cas d'usage? On a ce composant qui existe, on veut le modéliser dans Contentful. On va avoir une première approche qui est de se dire, ok, on a plusieurs variantes de cartes, on va créer un content type pour chaque variante.
un premier content type de carte blanche, par exemple, avec une citation, un deuxième content type avec une carte de grande taille, troisième avec un texte orienté à droite, etc. Donc chaque content type aura un ensemble de champs qui sera spécifique à chaque variante. Pourquoi cette approche est problématique? On peut se dire qu'elle permet, dans un premier temps, d'identifier clairement quel content type correspond à quelle variante et donc offrir une forme de confort au contributeur, à l'éditeur. Le problème, c'est déjà qu'on va avoir énormément de content type. En fonction du nombre de variantes de nos composants, ça peut éventuellement faire exploser la quantité, ce qui peut être problématique en fonction de la taille de votre espace, contentful. Ensuite, en termes de sémantique pure de données, on va avoir plusieurs content types pour un élément de nature unique, qui est la card. Et enfin, et c'est là l'inconvénient le plus décisif, c'est qu'on aura une très mauvaise scalabilité à cause de la dépendance au design system, puisqu'à chaque évolution des maquettes, par exemple dans une V2, avec un ajout de variante, on va devoir créer un nouveau content type, ce qui peut avoir un impact assez structurant à la fois sur l'édition, donc le modèle de contenu lui-même, mais aussi sur la récupération des données et l'intégration au front-end. Alors, comment on peut améliorer ce modèle de contenu? Eh bien, en fait, on va le compacter en un seul content type, qui va nous permettre de piloter à la fois le contenu, soit à travers une référence à un autre content type de type texte, citation, etc., soit un rich text pour plus de flexibilité, mais aussi le design avec un ensemble de champs qui vont permettre de gérer la taille, l'orientation, le background, etc. Donc tous les paramètres qui vont générer les différentes variantes côté front. Alors ce nouveau modèle de contenu, il va nous permettre déjà d'avoir un content type unique pour un élément de nature unique qui est notre card. Donc on fait une économie de content type. Ensuite, il est beaucoup plus facile à adapter à d'autres use cases. Si dans ma V2, je veux utiliser uniquement certaines variantes de cartes dans un autre composant ou une autre page, je vais pouvoir utiliser le même content type et le piloter beaucoup plus facilement via ces différents champs. Petit problème. Enfin, on a une indépendance au design system, ce qui était le point le plus important. Donc, beaucoup plus simple en cas d'ajout de variantes, de modifier uniquement les options d'un des champs de ce content type. C'est beaucoup moins structurant comme changement. Et enfin, petit bonus, des meilleures performances, puisqu'on a moins de content type, donc moins de requêtes et de charges réseau. Donc ça, c'était le premier cas d'usage qui nous éclairait sur le premier piège assez courant qu'on peut rencontrer dans la définition d'un content model. Le deuxième piège, c'est ce qu'on appelle l'overengineering. Donc c'est entre guillemets une trop grande complexité, une complexité inutile en tout cas par rapport à notre besoin. C'est un tout petit peu plus complexe à illustrer, donc on va utiliser un exemple un peu plus compliqué qui est celui d'une barre de navigation qu'on peut retrouver en haut de la plupart des sites internet et qui nous permet de naviguer dans les différentes pages du site. Cette barre de navigation, elle a la particularité d'avoir donc des liens, mais aussi des sous-menus, via une entrée qui nous permet d'ouvrir un premier niveau de sous-menu, qui va lui-même contenir des liens ou des sous-menus, pour ouvrir un deuxième niveau, qui contiendra des liens, etc., jusqu'à un niveau 3, qui lui ne contiendra que des liens, donc plus d'ouverture de sous-menu, puisqu'il faut que l'imbrication s'arrête à un moment. Idem, on se pose la question, comment modéliser ce composant-là, et comment répondre aux besoins. On peut identifier un pattern de récursivité à travers des éléments qui semblent relativement identiques les uns aux autres. Donc une liste de liens et de sous-menus. Donc cette récursivité, on peut la modéliser dans Contentful via un content type potentiellement unique auquel on va donner un nom générique type menu item et qui aura donc soit des liens, soit un champ children qui sera une référence vers le même content type. Voilà, ça, c'est parfaitement modélisable dans Contentful, et ça marche. Le problème, c'est que ça pose trop d'inconvénients. Même si cette solution, elle paraît élégante, puisqu'on économise des content types, comme on l'a vu à l'exemple précédent, on a une logique récursive qui colle avec notre besoin front. Le problème, c'est qu'on n'a aucun contrôle de la profondeur. On n'a rien, en tout cas au niveau de l'édition des données, pour empêcher l'administrateur de contribuer 1, 2, 3, 4, X niveaux de sous-menus sans forcément de limite. Ensuite, on rend l'édition un petit peu plus complexe, puisque ça va être difficile pour l'éditeur de se rendre compte du niveau de profondeur auquel il se trouve. On va avoir aussi un problème de complexification du schéma de données, et donc par extension du front-end, puisqu'il va falloir
gérer des contraintes potentiellement spécifiques à chaque sous-menu, et donc beaucoup plus difficile d'identifier à quel niveau on se trouve et comment appliquer ces règles. Et enfin, de la même manière, on aura beaucoup moins de granularité sur la gestion du cache à l'échelle des différents sous-menus. Donc là, un peu à la même manière que l'exemple précédent, on va se demander comment améliorer ce modèle de contenu pour pallier ces différents problèmes sans créer de nouveaux. Alors on va partir en fait d'une modélisation beaucoup plus proche du composant côté front, essayer de calquer le besoin côté front. Donc on va avoir un premier niveau, niveau 0, qui correspond à notre navigation principale, qui aura une liste d'items. Ces items ils vont référencer un nouveau content type qu'on va appeler de manière plus explicite sous-menu niveau 1, qui aura lui-même une liste d'items, qui référencera encore un nouveau content type sous-menu niveau 2, etc., jusqu'à avoir notre liste de liens qui ne permettra pas de référencer de nouveaux content types. Alors qu'est-ce qu'on règle comme problème? Déjà, on a un contrôle de la profondeur, qui est total, puisqu'on sait précisément que l'éditeur ne pourra pas contribuer plus de 3 niveaux de sous-menu, puisqu'il n'existe pas de content type adapté à plus de niveaux. Ensuite, on a rendu l'édition beaucoup plus simple, et donc la validation des données beaucoup plus simple également. L'éditeur sait exactement à quel niveau de sous-menu il se trouve à chaque fois qu'il édite son menu de navigation. Et enfin, on a une structure qui est à plat et qui est beaucoup plus prédictible, donc beaucoup plus facile à documenter, mais aussi à récupérer côté front par opposition à ce qu'on disait juste avant, et donc à intégrer. Alors là, on peut remarquer que, à l'inverse de l'exemple précédent, on a plutôt multiplié le nombre de content types que réduit. C'est en fait pour souligner le fait que l'idée n'est pas forcément d'avoir un nombre absolu de content types, un nombre minimum de content types, ou de les réduire forcément, c'est plutôt d'avoir le nombre minimum pour répondre aux besoins à la fois du produit, mais aussi des éditeurs. Si avoir un seul content type, ça rend l'édition complètement impossible, en tout cas beaucoup plus laborieuse, c'est pas forcément le bon choix. Maintenant, on va parler de scalabilité, qui est donc l'un des points essentiels d'un bon modèle de données. Et pour la scalabilité, on ne va pas s'appuyer sur un exemple précis, puisque ça concerne en fait trop d'aspects. Donc on va plutôt faire une sorte de checklist de choses auxquelles penser en amont de la définition du modèle de contenu. Alors le premier élément, ça va être les traductions et les locales, dont Baptiste vous parlera un petit peu plus précisément tout à l'heure. L'idée, ça va être de se poser la question de la gestion des locales à l'édition du contenu, mais aussi de l'affichage ensuite dans notre front-end, comment gérer un contenu qui a été partiellement contribué dans une seule langue et pas dans une autre, etc. C'est des questions qui peuvent être très structurantes en cas de changement de local ou même plus simplement d'une nouvelle langue ou d'une internationalisation. Le deuxième point, c'est la gestion des médias, un peu de la même manière. C'est des choses qui peuvent avoir un impact assez fort sur notre structure de données si on n'y pense pas en premier lieu, notamment si l'asset natif Contentful ne suffit pas à nos besoins, si on a besoin d'une gestion un peu plus fine, soit de la transformation des images, soit de champs obligatoires comme des crédits ou des halts pour l'accessibilité. Ensuite, on va voir le pattern de navigation, qui est un élément essentiel, qui va représenter en fait comment s'organisent les différentes pages du site et comment s'organise de manière générale la navigation. La plupart du temps, le problème qui revient le plus souvent, c'est le fil d'Ariane. Comment modéliser une hiérarchie de pages sur notre site? Est-ce que chaque page correspond à un content type ou est-ce qu'on les gère via des champs d'URL plus simples? Voilà, c'est des questions qui peuvent également impacter assez fortement le modèle de contenu. Et pour aller plus loin, ça pourrait faire l'objet d'un point à part entière, mais se pose la question du multispace, notamment si on a un besoin fort de segmentation de données ou de gestion des rôles un peu plus fine dans notre base de données. Pour compléter cette checklist, on va parler de bonnes pratiques qui me semblent plus obligatoires que bonnes. La première d'entre elles, c'est le test et le feedback, à la fois des développeurs, évidemment, mais aussi et surtout des éditeurs, puisque ce seront eux les utilisateurs finaux de notre modèle de contenu. Et donc, il est extrêmement important de prendre en compte leur retour, notamment sur des aspects qu'on peut ne pas avoir anticipés au niveau de l'utilisation des données dans Contentful.
Et le deuxième point, tout aussi important, la documentation, qui peut prendre des formes très simples, comme des help text. Les help text, c'est les petites étiquettes qu'on va retrouver en dessous des champs et qui apportent des informations complémentaires. Mais aussi à travers la validation des champs, les contraintes notamment de limite de caractère, ça peut être aussi des contraintes de forme, pour certains champs, email, etc., et qui peuvent aider à la fois à la documentation et à la maintenance pour le reste des développeurs, notamment si on a des contraintes qui sont normalisées à travers toute notre schéma de données. Et enfin, une forme un peu plus classique, on va dire, à travers une documentation externe qui va aider les développeurs, les éditeurs, en cas de documentation d'aide à la contribution, à la maintenance et à la scalabilité du projet de manière générale. Donc on vient de voir différents aspects qui paraissent essentiels, notamment l'indépendance au front-end, une structure flat et donc à plat et prédictible, mais aussi la scalabilité qui vont contribuer à tous les aspects d'un bon modèle de contenu et donc à la pérennité de votre produit du point de vue des développeurs et des éditeurs. Merci pour votre attention. Stéphane, je te passe la main. Merci Laurent, merci pour cette présentation. On va parler maintenant prévisualisation de données live preview avec Clément Darouze. Je ne ferai pas la blague de Clément Darouze de SE. Dommage, je m'y attendais pourtant. Merci Stéphane pour cette passe décisive. Du coup, moi effectivement, je vais vous parler de live preview. Donc pour m'introduire rapidement, moi c'est Clément, ça fait maintenant plus de 8 ans que je suis à Calliope et je suis aujourd'hui lead développeur. Et donc, comme l'a introduit Stéphane, on va parler de prévisualisation. Donc aujourd'hui, Contentful offre une fonctionnalité de live preview. Et dans mon contexte de démonstration, je vais vous montrer ça en pair avec le framework Next.js. Donc je vous fais tourner en arrière-plan une démonstration, mais en gros, qu'est-ce que la live preview? C'est une interface où on va pouvoir avoir le formulaire de saisie de nos contenus habituels de Contentful qui va se trouver sur notre gauche et à droite, parce que le panel sera divisé en deux, on va se retrouver avec notre site web, donc de notre environnement choisi, et c'est vraiment le vrai site web, sur lequel toutes les modifications qu'on va appliquer dans notre formulaire de saisie vont se retrouver en temps réel sur notre site web. Donc ça va permettre à l'utilisateur de tester toute modification pour ses futures publications. Et le point important, c'est sans impacter la publication de ce contenu. Là, en gros, on ne travaille que sur des brouillons et l'utilisateur aura le choix à la fin de publier ou non son contenu si ça lui convient et si ça va répondre à son besoin. Donc, comment mettre ça en place? Y a quelques points qui sont obligatoires. Effectivement, il nous faut un espace Contentful et un projet Next, dans mon cas présent. Et il nous faut surtout la librairie live-preview qui est fournie directement par l'éditeur Contentful. Donc, vous pouvez la retrouver sur GitHub ou sur votre gestionnaire de dépendances préféré. Et je vous mets en plus un lien vers une documentation qui a été écrit par Contentful et qui explique les grandes lignes de comment mettre en place cette fonctionnalité et comment elle fonctionne. Donc c'est un bon point d'entrée, en plus de la documentation de la librairie, pour comprendre son fonctionnement. Mais c'est ce que je vais quand même vous présenter tout de suite. Donc parlons maintenant de l'implémentation. Donc on voit dans le titre que je vais parler du draft mode, mais on va revenir dessus. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que la première chose à faire, c'est de créer une route API dans votre projet Next. Dans cette route, on va attendre plusieurs paramètres, surtout deux qui sont très importants. Le slug, donc qui va représenter notre identifiant d'URL de notre contenu, et un secret. Alors, le secret, il est surtout utilisé pour sécuriser notre route. En gros, on veut que cette route, ce soit Contentful qui l'appelle, et personne d'autre. Du coup, grâce à ce secret, on va pouvoir faire en sorte de vérifier si cette valeur-là est la bonne et sinon rejeter l'utilisateur pour que personne puisse appeler cette route autre que Contentful. Ensuite, on va utiliser donc le draft mode de Next. Donc ça, en gros, c'est une énorme boîte à outils que Next nous met à disposition pour pouvoir jouer avec leur draft mode. Donc, comment ça va fonctionner? Nous, dans notre cas actuel, on va récupérer l'instance de draft mode et on va l'activer. Qu'est-ce que ça va faire? En gros, ça va ajouter un header set cookie et ce cookie-là, il va être nommé pre-render bypass.
Le nom est très important parce qu'en gros, c'est ce qui va permettre de désactiver le mode de rendu que vous avez configuré sur votre projet, donc par exemple du SSR ou autre chose, et ça va forcer le rendu dynamique. Donc c'est ce qui va permettre de, quand je vais recevoir des nouvelles données de mon formulaire de saisie, de pouvoir refresh ma page web pour pouvoir voir ces nouvelles modifications. Donc une fois que je suis en capacité de récupérer mon instance de draft mode et de l'activer, j'ai juste à rediriger l'utilisateur vers le contenu qui avait été demandé initialement. Donc en supplément, la doc du draft mode est très bien écrite sur le site de Next et elle explique toute la mise en place et de ce qui se passe un peu derrière aussi, donc c'est assez pratique. Donc maintenant qu'on est en capacité d'activer notre draft mode, il va falloir effectivement s'en servir. Donc pour ça, maintenant quand vous allez fetcher votre donnée donc dans un projet Next, donc dans votre page.tsx, avant de faire votre fetch, en fait, vous allez pouvoir récupérer l'état de son draft mode. Donc en gros, il va détecter la présence du cookie qu'on a injecté précédemment. Et on va être en capacité de récupérer un booléen pour savoir si notre draft mode est activé. Cette valeur booléenne, elle va nous servir pour instancier le bon client Contentful. De base, on va utiliser l'API delivery de Contentful, donc ça va nous permettre de récupérer les contenus qui sont juste publiés. Donc ça, c'est le processus normal. Maintenant, quand le draft mode est activé, je veux pouvoir avoir accès à mes contenus qui sont en brouillon pour pouvoir justement les visualiser sans impacter la publication. Et du coup, je vais me baser sur cette valeur booléenne pour instancier le bon client et donc accéder à mes contenus en brouillon. Une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir utiliser la librairie donc, qui a été fournie par l'éditeur. Donc dans la version de React, on a accès à un composant qui va permettre d'initialiser la librairie. Donc vous avez juste à l'insérer dans votre DOM, à lui passer 3 paramètres qui sont importants et la librairie sera prête à être utilisée. Donc le premier paramètre, c'est la locale. Moi, dans mon exemple, je l'ai mis en dur parce que je n'ai configuré qu'une seule locale, mais si vous êtes sur un site en multilangue, il suffit de passer l'URL que vous pouvez récupérer via votre routeur pour avoir la langue courante que l'utilisateur utilise. Ensuite, il y a une première valeur booléenne qui est Enable Live Updates qui va permettre d'activer la fonctionnalité. Donc c'est pour ça que si on regarde, je me base sur la même valeur booléenne du draft mode pour pouvoir savoir si je veux activer ou non la fonctionnalité. La troisième propriété, j'y reviendrai un peu plus tard, mais ça va permettre en gros d'activer le mode d'inspection et que je vous décrirai dans quelques slides. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous avez initialisé la librairie de Contentful Live Preview. Point important, ce composant, il doit être absolument inséré dans un composant qui est lui-même useClient, parce que la librairie fournie par l'éditeur utilise du code JS client, donc c'est une obligation. C'est bien pour ça que, par exemple, ce composant ne peut pas être inséré dans votre page.tsx si on prend un projet Next, parce que si vous avez besoin de faire un fetch qui lui va être asynchrone, du coup, ça peut rentrer en conflit. Donc voilà, juste un point d'intention sur cette initialisation. Et la dernière étape, une fois que notre librairie est prête, on va pouvoir utiliser un hook donc, que la librairie met aussi à disposition. Et là, en gros, qui va permettre de récupérer toutes les mises à jour qui viennent depuis le formulaire de saisie. Donc comment ça fonctionne? En entrée, on lui donne notre entry Contentful. Donc ça va être le résultat de notre fetch précédent. Et en retour, il nous donne cette même entry mais qui va avoir toutes les mises à jour que l'utilisateur va faire dans son formulaire de saisie. Et c'est cette nouvelle variable qu'on va faire descendre dans notre arborescence de composants pour afficher dans notre front-end les champs qu'on a définis dans notre type de contenu. Point d'intention, comme précédemment, ce hook il doit être utilisé lui aussi dans un composant qui est useClient pour exactement les mêmes raisons. Et du coup, pour imager très simplement, ce hook fonctionne absolument genre comme un listener. On lui donne une entry à écouter et en retour, il lui donne toutes les mises à jour en temps réel. Une fois qu'on a ça, techniquement parlant, notre fonctionnalité est en place. La dernière étape, ça reste côté Contentful, de configurer cette live preview. Donc en gros, dans le menu des settings, on va pouvoir créer une configuration autant qu'on veut, donc le mieux est souvent de faire une par environnement défini. Et pour chacun de ces environnements, je vais pouvoir définir les content types
auquel je veux que la live preview soit disponible. Et on peut voir dans le GIF qui tourne en boucle qu'en bas, en fait, il y a une URL à saisir. Donc, c'est notre URL de live preview. En fait, on aura juste à insérer notre URL qu'on a définie avec l'API précédemment et en lui envoyant les paramètres nécessaires. Donc, notre secret, notre slug. Ça peut être la locale si besoin aussi. Moi, dans mon cas, je n'en avais pas besoin, mais voilà. Et une fois que vous avez ça, votre live preview est fonctionnel. Donc maintenant, quand vous allez cliquer dans le bouton live preview sur le panel de droite, la redirection vous amènera sur la vue qu'on a vue en introduction. Donc je vais revenir sur l'inspecteur mode. Donc ça, pareil, la librairie met à disposition une fonction getProps qui va permettre d'ajouter des data attributes HTML dans notre DOM. Donc ça, en fait, on va le mettre sur chacun des champs. Parce qu'on peut voir qu'en paramètres, ça va prendre l'ID de notre entry. Le field ID, ça va correspondre à l'identifiant du champ Contentful. Et en fait, grâce à ça, ce qui va se passer, ce qu'on peut voir sur le GIF, c'est que ça va créer une surcharge sur notre front-end. Et maintenant, quand on va survoler nos champs, il va y avoir un bouton Edit qui va apparaître. Et quand je clique dessus, en fait, ça va venir nous auto-focus notre champ dans notre formulaire de saisie. Donc, c'est hyper pratique quand vous avez votre site commence à évoluer, vous avez énormément de content type, chaque content type peut avoir énormément de champs. Plutôt que de venir chercher dans notre arborescence, je peux directement cliquer dans mon interface le champ que j'ai envie de modifier, il me l'autofocus et du coup, je peux venir jouer avec, le modifier et voir tout de suite mes modifications. Sachant que ça marche aussi sur les champs qui sont imbriqués dans des relations et autres. Donc, c'est assez puissant et ça marche efficacement comme on peut le voir. Pas d'inquiétude pour ceux qui utilisent d'autres technologies côté front-end. Donc, si vous n'êtes pas sur React et sur Next, ça va aussi marcher, donc avec Vue, Next, Angular et tout autre framework. La librairie met à disposition les équivalents de ce qu'on a vu en Vanilla.js. Donc, en gros, on a une fonction pour initialiser la librairie qui prend exactement les mêmes paramètres et on va avoir accès à une fonction subscribe qui va faire l'équivalent du hook pour pouvoir écouter une entry et nous retourner chaque modification à chaque fois qu'il y en a. Le seul point qu'il peut y avoir, le seul effort supplémentaire qu'il peut y avoir, c'est suivant la réactivité de votre front-end, l'effort peut être un peu plus conséquent pour faire redescendre les mises à jour de vos champs, mais tout est à fait possible. Du coup, maintenant, vous savez mettre en place la live preview, que ce soit techniquement parlant ou dans l'interface. Je vous conseille de l'utiliser parce que c'est quand même un point assez fort pour votre client et surtout pour leurs contributeurs de pouvoir tester leur contenu en toute sécurité sans impacter la publication. Donc, je vous conseille d'aller essayer ça sur un projet démo. Et je vais passer la suite à Stéphane. Merci de votre attention. Merci beaucoup Clément pour cette super presse. Je passe la parole à Pierre Cavelle, expert technique, qui va nous parler d'ISR, Incremental Server Regeneration. Okay. C'est ça qu'on dit comme ça en anglais. Pierre, c'est à toi. Merci. Merci Stéphane. Oui, donc je suis là aujourd'hui pour vous parler d'ISR, donc Incremental Static Regeneration. Ce que j'ai dit, hein. Oui, c'est ça. C'était très bien. L'acronyme n'est pas facile. Serveur, mais... Et donc du coup, on va regarder comment ça s'intègre avec Next.js et Contentful. Donc je me présente rapidement. Je m'appelle Pierre Cavelle. Je suis expert technique à Calliope. Et je travaille principalement sur la construction d'architectures composables et je travaille également à faire évoluer nos pratiques de développement. Donc aujourd'hui, pour la présentation, on est accompagné de deux personas. Ce sera Thomas qui sera un contributeur et Michel qui sera un utilisateur. Et donc le use case qu'on va étudier, c'est Thomas, le contributeur, qui veut modifier sa page. Donc il a un héros sur lequel il y a un titre où il y a marqué « Transform your digital future ». Il veut rajouter un « amazing » au milieu. Et donc, on va voir ce qui se passe un petit peu quand il veut faire cette modification. Aujourd'hui, on va explorer plusieurs choses. On va faire d'abord un récap rapide sur ce qu'est le server-side rendering et le static-side generation, parce que c'est un point d'entrée pour comprendre pourquoi on a fait de l'ISR. Ensuite, on va explorer comment l'ISR fonctionne et quelles sont les problématiques qu'il résout par rapport aux deux autres modes de rendu qu'on aura vus précédemment. Et enfin, on terminera par voir ce que Contentful offre pour faire fonctionner l'ISR correctement en termes d'outillage. Donc, un récap rapide sur comment ça fonctionne. Donc, le server-side rendering, c'est Michel qui arrive et qui va faire sa première requête.
Donc, il traverse toutes ces couches qu'on a présentées, qui s'affichent à l'écran. Donc, il y a le cache CDN Next.js. Donc, Next.js, c'est arbitraire, hein, ça pourrait être un Nux ou ça pourrait être autre chose. Et Contentful de l'autre côté. Donc, il va faire sa requête. Il tape donc du coup sur le CDN. La requête met du temps parce qu'il n'y a pas de cache côté CDN et Next.js génère la page. Il appelle Contentful pour aller chercher les données. Ça le renvoie au CDN. Le CDN le met en cache. Et ensuite, le CDN répond à la page à Michel. Ce processus, on le connaît on le connaît tous. C'est le moment où notre navigateur il met un petit peu de temps. En haut, ça mouline. Et c'est pas très agréable en termes d'expérience utilisateur. C'est pour ça que Michel n'est pas content là. Ouais, Michel n'est pas super content. Il regarde sa montre, il attend. Et donc ensuite, par contre, quand il revient, là maintenant la page elle est en cache. Donc du coup, le CDN il répond directement. Et c'est l'intérêt d'avoir du cache devant du server-side rendering. Et c'est ce qu'on fait sur beaucoup de projets. Ensuite, donc, on a notre use case. On a Thomas qui arrive et qui va faire son update sur Contentful. Il fait son update sur Contentful, mais par contre, du coup, il faut notifier qu'il y a eu une modification. Donc, on va envoyer une requête de purge au CDN et lui dire « enlève le cache parce qu'il y a eu une modification ». On l'enlève. Et donc ensuite, quand il y a ce genre de scénario, on retombe sur le même scénario que précédemment. Michel est obligé d'attendre parce que Thomas a fait une modification. Et donc, on retombe sur le premier cas. Ça, c'est globalement comment ça fonctionne le server-side rendering. Le static site generation, ça fonctionne différemment. Donc, on a un runner. Un runner, ça peut être plein de choses. Ça peut être votre machine, donc votre ordinateur. Ça peut être votre CI/CD, enfin la machine qui fait tourner votre CI/CD. Ça peut être un serveur. Tout ce qui peut faire tourner Next.js globalement. Donc, on va mettre Next.js dedans. Et on va avoir Contentful et un bucket S3. Donc, Contentful pour le contenu. Et on a mis un bucket S3, mais ça peut être n'importe quoi qui peut tenir des fichiers statiques. Et donc, le but, ça va être de générer le site statiquement. Donc là, le runner va faire tourner Next.js et il va générer toutes les pages du site. Et une fois qu'il a terminé, il envoie toutes ces pages sur un bucket S3. Donc ça, c'est la partie du build. Et quand on a Thomas qui arrive, il fait sa mise à jour, ça notifie le runner, et le runner refait exactement le même travail, il rebuild tout, et il renvoie tout sur S3. Et globalement, la plupart des sites en SSG fonctionnent comme ça. C'est un peu long, et ça amène pas mal de contraintes, mais par contre, en contrepartie, une fois que c'est fait, on a le bucket S3 et un cache CDN, et tout va vite. Donc le premier appel, il est déjà très rapide parce que le bucket S3 il répond extrêmement vite et on met rapidement en cache dans le CDN. Et le deuxième va encore plus vite puisqu'on passe que par le CDN et donc on retombe sur le cas nominal de C en cache. Les avantages et les inconvénients de ces parties-là, donc le SSR, ça va être que le contenu va être beaucoup plus frais. Par contre, en contrepartie, on va avoir des moments qui sont assez lents quand il n'y a pas de cache. Notamment quand les contributeurs vont venir, ils vont casser le cache. Notamment quand les développeurs vont faire des updates de code, on va également casser le cache puisqu'on a fait des modifications. Et le SSG, ça va être un peu l'inverse. On va avoir des pages qui sont toujours très rapides, mais par contre, en contrepartie, on a des temps de build qui sont longs. Donc soit on sacrifie et on va avoir du contenu qui n'est pas à jour, ou on a des temps de build qui sont particulièrement longs parce que le site est gros et donc il faut builder 10 000 pages même s'il n'y en a que 5 qui sont visitées. Et on va aussi avoir le problème de, à chaque fois qu'on envoie du code, il faut rebuilder toute la plateforme. Donc l'incremental static regeneration, ça vient se mettre entre les deux. Le but, ça va être de maximiser l'utilisation du cache. Et pour ça, on va sacrifier un petit peu de fraîcheur de contenu. On va aussi essayer d'éviter de jeter des ressources par la fenêtre, comme on peut le faire avec le SSG quand on génère 10 000 pages et qu'il y en a très peu qui sont utilisées. Et enfin, on verra quels sont les outils qui sont nécessaires pour gérer les cas à part où on veut faire en sorte que le contenu soit mis à jour immédiatement. Petit disclaimer, quand on va faire la présentation de l'ISR, on saute la partie CDN parce que ça complexifie pas mal le workflow. Mais faut pas oublier que quoi qu'il arrive, il en faut un. Juste, on le saute parce que ça pourrait être le sujet d'un talk complet. En fonction des CDN, il y a plein de features différentes et on peut faire plein de choses différentes. Donc pour l'instant, on le saute, mais gardez en tête qu'il en faut un. Donc l'incremental static regeneration, comment ça fonctionne? On démarre avec Next.js et il va avoir une couche de cache. Cette couche de cache, ça peut être un S3, ça peut être un Redis, ça peut être du in-memory, ça peut être du file system, ça peut être plein de choses. Mais quoi qu'il arrive, c'est Next.js qui le pilote. Donc il a accès, il peut faire des get, il peut faire des sets et il a une couche de cache. Ensuite, on a Contentful qui va être notre système de contenu. Et on va définir des métriques qui sont revalidation et expiration. La revalidation, on va la mettre à 1 heure et l'expiration à 1 jour. C'est des métriques qui peuvent bouger. Et on va démarrer la présentation avec la page qui est déjà en cache, parce que c'est plus simple pour comprendre comment elle se régénère après que comment elle se met initialement. On démarre avec un premier user qui arrive 5 minutes après que la page ait été générée.
Donc il va demander la page à Next.js et Next.js lui rend la page directement parce qu'il l'a en cache. Ensuite, on a notre use case. Thomas arrive et il veut rajouter son amazing sur Contentful. Donc il fait son update et il s'en va. Donc là, Contentful est à jour. On a un autre user qui arrive 30 minutes plus tard. Il fait sa requête et pareil, il reçoit la page. Il reçoit la page, mais il reçoit la page sans amazing parce que c'est la page qui était en cache, donc elle n'a pas été mise à jour. Celle-là, elle reste comme ça. Ensuite, on passe notre période de revalidation et donc après 1 heure, le contenu est marqué comme stale, c'est-à-dire qu'il a passé sa période de revalidation. On a donc un troisième user qui arrive 1h30 après la génération initiale et qui fait sa requête. Et là, lui aussi, il récupère cette page. Il récupère la page qui est en stale. Et donc celle-là aussi sans amazing. Et ça, c'est un point très important à comprendre, c'est qu'il ne reçoit pas la page malgré le fait qu'on ait passé la période de revalidation. Pourquoi ? Parce que c'est le premier user qui arrive après cette période de revalidation. Et donc, ce qui va se passer en plus, c'est qu'en fait, on va rajouter une tâche qui va être trigger en background sur Next.js. Et cette tâche, elle va s'occuper d'aller régénérer la page pour les suivants. Et donc, du coup, on a répondu rapidement à celui qui est arrivé au bout d'1h30. Et pendant ce temps, on régénère la nouvelle page. Et quand on a un nouveau user qui va arriver, donc la nouvelle page contient amazing. Et lui, le nouveau user qui arrive au bout d'1h35, lui, par contre, il récupère la nouvelle page qui a été générée par celui d'avant avec le amazing. Et donc, c'est ça le but de l'ISR. Ce qu'il faut bien noter, c'est que les pages ne sont pas régénérées toutes les heures quand on configure la revalidation au bout d'1 heure. Elles sont régénérées en fonction du trafic. Et donc, du coup, ça évite de faire des revalidations en chaîne pour des pages qui ne sont pas utilisées. La page, elle ne se régénère qu'au moment où on a le user qui a la page en orange. Et en plus, le gros avantage, c'est que toutes les pages qu'on a servies, malgré le fait qu'il y en a une qui est on va dire stale, elles sont toutes en cache. Donc du coup, elles vont toutes vite. Il n'y a aucune page qui est lente comme quand on fait du SSR. Si jamais on dépasse la période d'expiration et que personne n'est venu, ce qu'on veut éviter, à ce moment-là, on fall back sur le SSR et ce sera l'initialisation du prochain cache. On a tous une problématique qui va se poser quand on veut faire ça, c'est Thomas. Thomas, il va nous dire, moi, attendre 1 heure, c'est juste pas possible, et encore moins attendre 1 heure plus le fait qu'un user arrive, pour certains cas. Et donc, du coup, on va être obligé de trouver des solutions pour ça. Donc, pour ça, on a quelque chose qui s'appelle l'on-demand revalidation. L'on-demand revalidation, c'est donc la même structure que ce qu'on avait tout à l'heure. Michel arrive, la page est en cache, on lui donne. Et par contre, quand Thomas arrive, si Thomas a envie, il peut notifier d'une façon ou d'une autre, qu'on verra après, à Next.js, je veux forcer la revalidation. Et donc, on peut envoyer à Next.js, il faut revalider cette page. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer la page du cache. Et ensuite, ce qui va se passer, si on fait rien, Michel va faire sa requête. Et là, on va retomber sur le tout premier cas qu'on avait. Ça va faire du SSR qui va servir à re-warm up le cache qu'on a. Et donc, il récupère sa page et on repart sur un tour. L'on-demand revalidation, concrètement, c'est forcer l'expiration, par défaut. Un point important à noter, c'est que si vous le voulez, vous pouvez aussi warm-upper ce cache pour éviter que Michel prenne un coup de SSR. On peut dire à Next.js, au moment où on invalide le cache, on peut lui dire aussi « et au passage, régénère la page ». On ne le fait pas par défaut pour éviter de régénérer trop de pages, mais on peut le faire. Et donc, Contentful, dans tout ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une grosse boîte à outils qui nous apporte tous ces outils-là qui vont nous servir. Alors, les webhooks, le SDK et le BO extensible, je vais les présenter juste après. Et donc, ça va servir pour l'on-demand revalidation. Et le live preview et le draft mode, ça va servir à faire en sorte que ce que Clément a présenté tout à l'heure, ça fonctionne malgré le fait qu'il y ait du cache. C'est ce qu'il disait. En fait, on va bypasser tout le process de l'ISR quand on est en draft mode et on va pouvoir voir la prévisualisation de notre contenu malgré le fait qu'il y ait du contenu en cache sur la prod. Donc, on se focalise sur Webhook, SDK et BO extensible pour la suite. Donc, la première solution pour faire de l'on-demand revalidation, c'est de mettre un bouton magique. Donc, pour ça, c'est le BO extensible. On rajoute ce bouton, Purge Cache. Et là, c'est une façon très simple de mettre ça sur les contenus qui correspondent à des pages. Et n'importe quel contributeur peut cliquer dessus et enlever le cache. Cette façon-là, elle paraît simple et peut-être pas la meilleure façon parce que c'est assez simple. Mais au final, globalement, c'est une des meilleures solutions parce que, en fait, elle laisse le système de revalidation de l'ISR fonctionner de lui-même. Et c'est juste des edge cases qui viennent forcer. Et donc, du coup, on garde tout l'intérêt de l'ISR qui est de régénérer le contenu que quand on a vraiment besoin de le régénérer. Si on veut faire quelque chose de plus sophistiqué et de plus automatisé, on peut partir sur quelque chose à base de webhook et de SDK. Donc, pour ça, il faut bien comprendre comment nos pages sont composées. Donc là, à droite, j'ai mis 2 pages. Celle de gauche, c'est la home page et celle de droite, c'est la product page.
Et donc d'abord, il faut comprendre comment elles sont composées. Donc là, je les ai séparées en composants que j'ai numérotés. On va considérer que c'est les ID de Contentful, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on voit que le 5, il est partagé sur les 2 pages. Donc en termes de structure, on va avoir nos 2 pages, Home et Product, et on va avoir tous les composants qui font partie de Contentful, et on va avoir les relations vers ces composants. Là, on rejoint la partie modélisation. Une fois qu'on a cette modélisation de données, on va avoir plusieurs solutions. Donc la première, ça va être d'essayer de retrouver les pages à partir des composants qu'on est en train d'éditer. Donc si par exemple, je suis en train d'éditer le composant 5, ce qu'on va vouloir faire, donc je modifie mon composant 5, Contentful déclenche un webhook, il dit « Attention, Next.js, le composant 5 a été mis à jour ». Donc du coup, Next.js va rappeler Contentful et va lui dire « Je veux récupérer toutes les pages qui correspondent au composant 5 ». Donc on remonte l'arborescence avec le SDK. Et donc ça, c'est du code à faire à la main. Donc là, c'est les flèches bleues sur le schéma. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré ces pages, donc pour le 5 par exemple, on a récupéré la home et le product, Next.js va s'appeler lui-même, enfin, il va utiliser une fonctionnalité, il va dire je veux invalider la page home et la page product. Donc ça, c'est une des façons de faire. C'est la plus simple à comprendre, mais ce n'est pas forcément la plus simple à mettre en place parce que le get pages, il n'est pas super simple à mettre en place, surtout si on a des edge cases où on veut le faire que dans certains cas. La troisième solution, c'est de faire ça avec des tags. Et donc, c'est la solution la plus élégante si on veut l'automatiser. Donc là, l'idée, c'est qu'on va utiliser une fonctionnalité qui va nous permettre de taguer le cache de la home et du product avec les contenus qu'ils utilisent. Donc en fait, là, par exemple, on voit que la home, elle utilise les composants jusqu'à 6 et le product utilise 5 et de 7 à 10. Et bien en fait, dans leur cache, on va remettre ça. C'est-à-dire que dans le cache de la home, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pareil pour le product, on va mettre les tags qui correspondent. Et donc là, dans notre workflow, ce qu'on va faire, c'est que Contentful va envoyer son webhook à Next.js. Donc il va lui dire « Attention, le contenu 5 a été modifié ». Et là, Next.js, il n'a plus besoin de faire cette gymnastique de je vais récupérer les pages qui correspondent et je remonte l'arborescence. En fait, il va directement utiliser sa fonctionnalité et invalider toutes les pages qui contiennent le tag 5. Et donc ça, c'est la solution un petit peu plus élégante que la précédente, qui ne peut pas être utilisée sur tous les systèmes, mais dans les dernières versions de Next.js, par exemple, on peut faire ça, on peut mettre des tags basés sur les réponses des requêtes qu'on va faire à Contentful. Donc globalement, au niveau de l'ISR, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un outil parmi d'autres, et que ce n'est pas forcément la réponse à tout, mais que c'est un bon outil qui peut nous servir. Donc on peut faire des projets où on va utiliser de l'ISR partout, et ça peut se prêter très bien au sujet, mais on peut aussi se dire que ben en fait, c'est cool l'ISR, j'en aurais besoin pour une fonctionnalité en particulier, et je laisse tout le reste en SSR par exemple, ou je peux mixer avec du SSG ou d'autres choses. L'autre point à garder en tête, c'est que l'on-demand revalidation, c'est une feature qui est très intéressante pour pouvoir faire en sorte que on puisse esquiver les problématiques liées à l'ISR, mais il ne faut pas en abuser, il ne faut pas qu'on l'utilise tout le temps, parce que si on l'utilise tout le temps, ben on perd l'intérêt du système de revalidation automatique de l'ISR, puisque ben, du coup, on régénérera les pages pas au moment où l'ISR l'aurait voulu. Et l'autre point, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand on va définir nos métriques, donc tout ce qui va être revalidation et expiration, en fait, il faut le faire en bonne intelligence avec toute l'équipe. Il faut inclure dans ces discussions les techs, bien sûr. Il faut inclure les gens qui vont gérer les infrastructures pour vérifier que ça va tenir le coup et qu'on a assez de cache. Mais il faut aussi inclure les contributeurs de façon à ce que ces métriques ne les bloquent pas trop et que les systèmes de contournement soient utilisés vraiment pour faire des contournements et non pas que ça devienne la norme. Donc globalement, que Michel il ne détruise pas le cache systématiquement dès qu'il fait une update. Merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup Pierre, merci aussi à Michel et Thomas pour l'illustration de ces propos. On va terminer cette matinée de talk avec Baptiste Le Yet, que certains ont peut-être déjà vu l'an dernier, à la dernière Headless Experience Conf, qui ce matin va nous parler de processus de traduction ou comment utiliser Contentful dans un contexte international. Baptiste, c'est à toi. Merci Stéphane. Donc effectivement, je vais vous parler de l'industrialisation de votre internationalisation. Donc je me présente rapidement. Donc moi c'est Baptiste, je suis aussi expert technique JS à Calliope. Donc moi je vais vous poser la première question, c'est pourquoi on a besoin d'une bonne internationalisation. Pourquoi ? Parce que du coup, globalement, on va retrouver Thomas, notre contributeur, donc le même Thomas que ce qu'on a vu juste avant. Thomas, il veut qu'on accélère et qu'on améliore l'expérience de contribution.
Globalement, ce qu'on veut aussi, c'est forcer un second niveau de réflexion sur la modélisation de contenu. Donc là, on retrouve ce que Laurent indiquait dans son talk, c'est qu'on va avoir besoin de réfléchir pas sur mon contenu, mais mon contenu sur plusieurs niveaux. Et en dernier point, on veut faire en sorte que notre expérience de développement exploite au mieux ces traductions et de le faire le plus efficacement possible. En revanche, qu'est-ce qui la rend pire? Globalement, Thomas, il n'est pas content quand on veut faire des tâches manuelles qui augmentent la surcharge cognitive du contributeur. Donc imaginons que dans tous vos contenus, vous avez des champs qui sont 100% traduits. Il n'y a aucune intelligence qui a été faite dans la mise en place de votre structure de données. Et donc du coup, tous vos champs sont traduits. Ça veut dire que Thomas doit dupliquer l'intégralité de son contenu. Ce qui la rend pire aussi, c'est le manque de métriques. Le manque de métriques sur le taux de pourcentage de traduction de votre langue. Ne pas savoir si votre contenu est traduit ou non. Quand vous en avez 20, ça va. Quand vous en avez 50 000, beaucoup plus compliqué. Et le dernier point, donc Laurent l'évoquait, c'était de se dire, ok, là j'ai sorti mon premier pays, c'est bien, mais du coup il faut que j'en sorte un deuxième. Ok, mais on n'a pas pensé à ça, comment on fait? Donc on va voir quelques solutions pour contrer ces problématiques-là. Et on va commencer par les features natives de Contentful pour gérer cette internationalisation. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné de bégayer là-dessus. Globalement, Contentful avec les locales de fallback, c'est le feu. Ça marche assez bien, ça marche vraiment bien. Imaginons que vous avez un produit français. Donc vous avez mis en place, vous avez déjà un produit en France, vous avez déjà votre modèle de contenu. Et vous voulez rajouter, vous avez découvert que vous avez une cible au Canada et que vous voulez rajouter votre traduction spécifique pour le Canada. Donc, vous pouvez aller dans Contentful, définir dans l'entrée locale un système de fallback des langues. C'est-à-dire, dans le masque de saisie, définir un fallback d'un champ vers un autre. Donc, en l'occurrence, là, on voit dans le premier champ, on voit la version française de mon contenu et dans le second champ, juste en dessous, la version canadienne. Donc là, on peut voir que dans mon titre, mon contenu, il se suffit à lui-même. Le français suffit pour le canadien. Donc du coup, je vais exploiter mon fallback. En revanche, dans ma petite description, voilà, donc là, j'ai une petite introduction de 15 minutes sur comment traduire mes contenus en français. En revanche, en canadien, je veux sans aucune offense à nos très chers Canadiens, c'est juste un petit 15 minutes pour voir comment traduire mes contenus. Tabarnak, n'est-ce pas? Et donc, du coup, je veux une meilleure accroche de mon contenu auprès de mes très chers compatriotes canadiens. Donc, du coup, je ne veux pas exploiter ce fallback. Et donc, dans la réponse de l'API, donc de la CMA, donc la Content Management API, donc on voit que dans la locale canadienne, on retrouve à la fois notre titre français qui a été fallback, donc l'internationalisation, et une description courte qui est, on retrouve notre fameux tabernacle à la fin. Donc là, ça marche. C'est ça que je vous expliquais sur le premier point, c'est de dire, ça ne sert à rien d'indiquer tous les champs comme traduisibles. Vous pouvez vraiment exploiter le système de traduction et le système de fallback de Contentful pour arriver à vos fins sans avoir à dupliquer l'intégralité de votre contenu. Vous pouvez aller plus loin dans les fallbacks. Vous pouvez aller plus loin et on peut avoir plusieurs niveaux, dépendant ou non. Donc là, en l'occurrence, on a 6 locales. On définit le français comme notre langue par défaut. On définit en avant-dernière ligne le belge comme étant une fallback du français. Et on définit le français guyanais comme un fallback de la Belgique. Alors, ne me demandez pas un use case, j'en ai pas. Le fait est que c'est possible. À côté de ça, on peut retrouver donc du coup l'anglais qui n'a pas de fallback et avoir un fallback australien, donc le même cas que notre français et le canadien, et avoir un fallback spécifique pour avoir du contenu spécifique à un marché. Et avoir des langues qui du coup n'ont juste pas de fallback, en l'occurrence par exemple l'arabe. Sur un second point, donc du coup, comment on industrialise la traduction. Donc on retrouve Thomas, notre très cher contributeur,
il fait une traduction, il veut une traduction humaine, il veut une relecture humaine de son contenu. Donc du coup, comment on peut mettre en place un système de traduction industrialisé tout en restant à une échelle humaine? Première étape, Thomas publie son contenu en français dans Contentful. Contentful va déclencher un webhook sur le published entry pour déclencher un backend quelconque. En l'occurrence, chez nous, sur notre projet où on a utilisé ça, c'était une lambda AWS. Une fois que cette lambda a reçu le webhook, elle va venir utiliser Transperfect. Donc, Transperfect est une entreprise qui est spécialisée dans la traduction de contenu fait par des humains. Et donc, du coup, on va exploiter leur API pour demander un nouveau job à Transperfect de traduction de ce contenu-là. Transperfect reçoit le job, il travaille, il revient un peu plus tard, il a fini sa traduction, et donc c'est Transperfect qui va revenir vers nous, donc vers Contentful, pour indiquer « Ok, mon contenu est traduit, voilà le contenu, et donc moi, en tant que Transperfect, je viens mettre à jour ma traduction grâce à la CMA, donc la Content Management API. » Et là, du coup, Thomas, il est content, parce que Thomas, il n'a publié qu'une version française, et il se retrouve, après un lapsus de temps, il se retrouve avec une version anglaise de son contenu. Petit tip, avec le fait de pouvoir customiser le back-office, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit widget qui nous permet de voir où en est Transperfect sur la gestion de la traduction. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que la traduction espagnole, elle est en cours, que la version, non, je crois que c'est la version allemande est en cours, la version espagnole a été traduite, et la version allemande tout en bas, elle est queued, elle n'est pas encore traitée, donc elle va arriver plus tard. Ça permet de savoir où on en est dans notre contenu et de savoir quand est-ce qu'on aura une date approximative de la traduction de notre contenu. Ce qui est important de savoir, donc j'en parlais au début, c'était de récupérer des métriques et des infos sur votre industrialisation. Ce que nous, on a mis en place pour gérer nos métriques, c'est de rajouter un champ technique, donc qui n'a aucune valeur éditoriale, mais qui va servir à des fins techniques, comme je l'indiquais, sur la traduction, l'état de traduction de votre contenu. Donc, ce champ-là, il est traduisible, et donc, ça nous permet de flaguer un contenu en disant est-ce qu'il est traduit? Est-ce qu'il est en cours de traduction? Est-ce qu'il n'est pas traduit? Ou est-ce qu'il n'a juste pas besoin de traduction? On veut du contenu spécifique en français, c'est pas applicable en anglais, bon, soit. Ça vous permet donc du coup d'exploiter l'API de Contentful et de récupérer des métriques sur ce champ technique afin d'indiquer un pourcentage de traduction de votre contenu et de pouvoir l'afficher dans un dashboard custom où vous voulez de récupérer cette information tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie contenu spécifique, mais on veut aussi gérer le process. Donc on veut savoir si le process va bien et on veut savoir si le process continue de fonctionner. Donc pour ça, 2 points. Le premier point, c'est la mise en place de logs pour tracer le workflow. Donc grosso modo, ce que nous on a mis en place, c'est un simple ping Slack qui nous raconte que l'entry nanana a été traduit et publié en anglais. Comme ça, vous savez que si sur Slack il ne se passe plus rien, il se passe quelque chose. Second point, vous pouvez aller monitorer le webhook pour savoir si le webhook fonctionne correctement. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez aller dans la partie webhook de Contentful, vous voyez votre webhook, et là, en l'occurrence, on voit le pourcentage d'appels réussis. Et donc, en l'occurrence, là, il est de 98,7, c'est plutôt pas mal. Qu'en est-il de l'IA? Parce que du coup, on a parlé de traduction humaine, mais on veut aussi, à l'ère d'aujourd'hui, parler d'IA. Donc, je vais attirer votre attention sur la partie droite. On a rajouté un widget qui nous permet de gérer la traduction. Donc là, on a un contenu qui a une description en français, pas de description en anglais. On peut cliquer sur le widget, sélectionner notre champ de source, sélectionner notre champ de destination, cliquer sur générer, on applique, et on a gagné. Je publie, je suis content, Thomas est content, tout le monde est content, chacun rentre chez soi, tranquille.
Comment ça fonctionne? Donc, c'est assez simple. Il y a une application sur le marketplace. Vous la configurez, vous l'installez. Pas beaucoup de configuration. La clé d'API OpenAI, votre modèle LLM, un peu d'informations sur le contexte de votre produit, donc la marque, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont les mots-clés qu'il faut mettre, des mots-clés qu'il ne faut pas mettre, des choses comme ça, et sur quel contenu mettre notre widget. Donc là, en l'occurrence, tous nos contenus. Grosso modo, ça couvre tous les besoins. On retrouve Thomas. Thomas, il a besoin de quoi? Thomas, il a besoin d'efficacité. On rajoute les fallbacks de langue. Thomas, il a besoin de validation humaine de son contenu. Votre contenu, il est complexe. Votre contenu, il est ultra spécifique, du médical, des choses comme ça. Vous avez besoin d'une vérification humaine. Branchez-vous à une application tierce et exploitez-la au maximum pour industrialiser votre contenu. En l'occurrence, nous, c'était Transperfect. Ça aurait pu être Localize ou d'autres. Et pour finir, si vous avez besoin de vitesse, vous pouvez utiliser l'IA, comme on l'a vu juste avant, pour traduire seulement les champs qui sont spécifiques et livrer très vite votre contenu. Pensez à Thomas. Thomas, il a beaucoup de choses à faire, comme nous tous, et il a besoin de livrer assez vite. En conclusion, donc, je réinsiste sur le point de Laurent, qui était que la qualité du modèle de contenu sera votre fondation principale pour votre internationalisation. Il ne faut surtout pas hésiter à orchestrer vos flots de traduction en ajoutant des applications tierces, et qu'il faut absolument garder une trace de votre automatisation pour vérifier que le process fonctionne correctement à travers du reporting. Et c'est tout pour moi. Je repasse la parole à Stéphane. Merci Baptiste, merci à tous les 4. Je crois que vous avez ensoleillé la matinée de pas mal de développeurs qui nous regardaient. En tout cas, vous avez été soutenus dans le channel, là, tout le monde a bien commenté, donc c'était super sympa. Merci pour toutes ces explications. On arrive déjà à la fin de cette matinée de la Headless Experience Conf 2e édition. Donc merci à tout le monde, merci à tous les participants d'avoir joué le jeu. Vous qui êtes en ligne, là, qui nous suivez, n'hésitez pas à commenter, partager. Vous allez recevoir sûrement un petit questionnaire de feedback dans l'objectif de faire mieux la prochaine fois, parce qu'on prépare déjà la nouvelle édition. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc je finis par les remerciements pour oublier personne. Donc merci évidemment, un énorme merci aux équipes de Contentful d'avoir joué le jeu, Hydro Building System, à Accor, à Contentful. Merci au studio PM de nous avoir accompagnés, d'avoir mis en place ce studio pour nous. C'est top. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu, de l'organisation et de la participation. Merci à tous et on se revoit bientôt pour une prochaine édition. Merci beaucoup.